Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et en direct ce soir pour la première fois. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment son autoportrait. Triche pas, quoi. Nous sommes en direct, nous sommes je pense la seule émission en direct de la Nuit Blanche à Paris pour une partie de la soirée, voire de la nuit, tant que le ciel est clair, car on nous a annoncé de la pluie pour cette nuit. Donc bonjour et bienvenue aux 0 auditeurs qui nous écoutent pour le moment. Et pour cette Nuit Blanche, je ne suis pas seul, je suis avec 3 amis, néanmoins journalistes, chroniqueurs, consultants, avec qui on va aller voir un petit peu tout ce qui se fait pour cette Nuit Blanche. Bonjour Rachel. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, pour le dire clairement Rachel, tu as l'intention de nous faire vivre cette Nuit Blanche à peu près comme une soirée électorale. Absolument, d'ailleurs les premiers chiffres vont bientôt nous parvenir, non, évidemment, mais disons que j'ai la prétention d'avoir un petit peu l'habitude de la radio et du coup d'avoir essayé d'avoir un ton de radio, mais pour le reste je n'ai aucune compétence pour avoir un avis légitime sur ce qu'on va voir ce soir, donc ce sera vraiment un avis de candide, je le préviens d'avance, quoi. C'est précisément pour ça que je te tends le micro ainsi qu'à Romain. Bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, une question que j'ai pas encore posée à Rachel, mais je reviendrai vers elle dans un instant. C'est quoi toi ton rapport avec l'art contemporain et avec un événement comme celui-là, la Nuit Blanche ? C'est un peu compliqué dans ma tête puisque moi je viens de province. On n'a pas forcément de grands événements contemporains par là. Et je ne suis absolument pas spécialiste dans cette catégorie, et ni en radio d'ailleurs. Donc on va s'amuser quand même. Ça va être une excellente soirée. Bonsoir à Rachel qui écoute son propre podcast en direct. Et puis nous sommes enfin avec Julien, qui n'est donc pas moi-même, hein, un autre Julien. L'alter ego de Julien, le deuxième Julien, plus précisément. Même question, ton rapport à l'art contemporain ? Alors écoute, il m'arrive de voir des expositions au Palais de Tokyo, j'ai un rapport un peu à l'art contemporain. Par contre, j'ai toujours eu un petit problème avec la Nuit Blanche, je me sens un peu comme avec la fête de la musique. J'ai l'impression que c'est toujours un peu dispersé. Les gens se demandent un peu vers quoi s'orienter, ils sont un peu perdus. J'ai l'impression que la Nuit Blanche, c'est un peu la fête de la musique de l'art contemporain en quelque sorte. Et je pense qu'il y a de ça effectivement. Alors on va faire un petit point sur ce qui va se passer pendant cette soirée. Donc il y a 4 constellations. Cette année ça s'appelle comme ça. Là on est au début ou à la fin, puisqu'il n'y a pas de sens de circulation de la première des constellations, entre les Invalides et le pont Alexandre III. Donc il y a une sorte de... Julien. Oui, alors voilà, merci pour la précision, on va jusqu'au Petit Palais. Et le long d'un chemin balisé par des... Comment on peut définir ça ? Une espèce de ring de boxe en longueur, puisque tout au long de l'avenue du Maréchal Gallieni, au moins jusqu'au pont Alexandre III, mais pour l'instant on n'a pas dépassé ce niveau-là, vous avez des bandes de tissus dorés et argentés de l'autre côté qui nous mènent sur près d'1 kilomètre d'œuvres, je sais pas d'œuvres, en tout cas de comment on appelle ça, de mise en place d'art contemporain. D'installation. Voilà. Derrière nous, il y a donc beaucoup de monde qui fait la queue pour entrer dans les Invalides. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les... On va voir le tombeau de l'empereur, mais ça n'engage que moi. Ou de Charles Aznavour. Ou de Charles Aznavour, effectivement. Je crois qu'il a été enlevé depuis. Donc voilà, beaucoup de monde derrière nous pour rentrer dans les Invalides. Pas mal de monde aussi devant, des bruits bizarres qu'on entend depuis tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer... Ce ne sont pas les acouphènes de Romain, non. Non, c'est bien quelque chose qu'on entend tous. On va se lancer dans ce premier parcours. On fera le point à la fin du premier parcours. Et puis, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va se balader dans les 3 autres parcours. Et à chaque fois, on fera un petit point d'étape. On est toujours à 0 auditeur, mais il y aura un replay. Un petit point d'étape avec, peut-être ces 3 personnes, peut-être d'autres qui vont nous rejoindre. Si vous entendez ce direct, qui est donc très peu probable, et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. On parlera tous ensemble d'art contemporain. Et voilà, on va s'amuser, on va rigoler. Et on se retrouve donc dans
un petit moment une fois qu'on aura fait le tour de cette première constellation de la Nuit Blanche pour cette bulle d'art extrêmement spéciale. A tout de suite. Comme promis, on se retrouve donc pour débriefer la première constellation, qui était la constellation des Invalides. Donc les constellations, c'est les zones de la Nuit Blanche. Elles sont au nombre de 4, on en a fait une. Et je suis toujours avec Rachel et Romain. Julien nous a laissé en cours de route. Bien trop tôt. Il nous a quittés, on pense à lui. Alors, je voudrais qu'on revienne ensemble sur 3 ou 4 choses qu'on a vues dans cette première constellation. Et avant ça, Romain, quel est ton avis global sur ce que nous avons vu sur sur ce gigakilomètre? Je crois que c'est le nom de cette longue ligne droite qui va des Invalides au Petit Palais. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle était longue cette ligne droite. Qu'est-ce que j'ai vu? Après, je suis pas spécialiste, je l'ai dit tout à l'heure. Mais quoi, j'ai vu un match de football avec des gamins, alors c'était sympathique. Chaque fois qu'ils tapaient dans le ballon, ça faisait du bruit. Bon, sympathique 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre après? Des cours de Zumba sur de la mauvaise musique des années 90. Bon, ça on en a partout en province, ça m'a pas changé. Un planétarium, alors ça j'ai trouvé ça esquis, un planétarium où on nous dit allez-y partagez la vidéo du planétarium sur les Facebook Stories. Ça va devenir une œuvre d'art, donc déjà Facebook, œuvre d'art pour moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, première partie c'est un peu de l'esbrouf, de la sous-culture qu'on donne comme ça au bon peuple. Voilà. Ah, il est dur. Mon avis. Ah, il est dur. J'ai pas terminé. Après on a vu, c'est là où je vais un petit peu mettre un bémol dans mon discours, léger, rassurez-vous. Il y a des zones qui sont vraiment autour de la programmation, où il faut faire la queue. Et là, à mon avis, c'est là où les choses sont les plus intéressantes. C'est ce qu'on a vu sous le pont Alexandre III, je ne me trompe pas, avec l'œuvre Sun, qui était plutôt sensorielle, sonore, je ne sais pas quoi. Mais c'était Solaire. Solaire, c'était plutôt intéressant. Je vous en prie, c'est Georges Clemenceau. Et voilà, donc ça sauve un petit peu la mise. Donc je pense que globalement, n'allez pas voir les animations qui sont de mauvaise facture autour. Et je ne vous parle pas du match de roller, on va en parler. De roller derby, ça je laisse ça à des spécialistes. Mais courez à mon avis davantage dans les zones de programmation officielle. Oh, c'est un bon petit premier résumé de cette constellation. On va demander à notre experte de cette soirée spéciale Rachel un premier point sur la fréquentation et sur l'ambiance de cette Nuit Blanche. Spéciale Rachel, enfin c'est bien. De cette soirée spéciale virgule Rachel. Où est-ce qu'on en est de la fréquentation, de l'ambiance de ce début de Nuit Blanche? Je vais y rejoindre en partie seulement Romain, c'est-à-dire effectivement le début à partir des Invalides est je trouve un peu décevant. Alors je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, ma légitimité pour parler d'art elle est 0, donc, mais je suis là en tant que candide. Ça tombe bien, il n'y en avait pas. Alors sur effectivement cette petite partie de foot où il y avait donc des gosses qui portaient soit des chasubles jaunes, soit rouges, effectivement c'était une sorte de son et lumière de football. Je trouvais que l'idée avait l'air assez intéressante, c'est-à-dire que quand c'était les rouges qui avaient la balle, c'était c'était lumière rouge, quand c'était les jaunes c'était lumière jaune, et puis donc tu avais ce bruit avec le ballon. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà, néanmoins le truc marchait pas bien, on avait l'impression que c'était un peu, du coup ça rendait le truc vraiment très fade. Pour résumer un peu ce dont il s'agit dans cette proposition, on a effectivement un match de foot avec des enfants, en tout cas c'était des enfants quand nous on l'a vu, équipe jaune contre équipe rouge, le ballon était sonorisé et donc chaque coup de pied dans le ballon donnait lieu à une note de musique, un petit rythme, et ce qui était assez amusant, moi ce qui m'a bien plu c'est que sur les chasubles des joueurs, à la place de leur nom, il y avait des noms de musiciens et de compositeurs célèbres. Donc c'est Enrico Macias, Coulchen, Dimitri Shostakovich, Benjamin Biolay. Donc ça c'était la partie plutôt rigolote. Effectivement ça manquait un petit peu de rythme, mais je pense que c'est aussi parce qu'on était en début de soirée, que c'était des tout petits. Et s'il y a des matchs avec des grands, ça peut donner quelque chose d'un peu plus intéressant dans la suite de la soirée. Alors à noter aussi c'était pas le seul animation football, je dirais, parce que en face de l'autre côté de l'esplanade des Invalides, il y avait aussi du football avec des sortes de mannequins de vrais footballeurs connus. Mais là c'est vrai qu'on y a accordé moins d'importance, on n'y a pas été.
Par ailleurs, donc une deuxième œuvre qu'on a vue, dont tu as parlé Romain, c'est Sun, qui est donc l'installation souterraine de l'artiste Félicie Dastienne-Dorve, et ça je l'ai retenu jusqu'à maintenant pour pouvoir le dire sans me tromper, qui est donc une sorte de déambulation sous l'esplanade des Invalides, avec un soleil qui se déplace en même temps que nous. C'est ça a un côté assez lévitatif. Ce soleil est éclairé du fond de la promenade par une grande lumière, et on se trouve en fait dans un environnement très sonore également. Il y a de la musique et un petit peu perturbant parce qu'on n'a pas vraiment ses repères. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Rachel? Bon, alors c'est sûr, je rejoins Romain là-dessus, ça prend une autre envergure là quand on est effectivement sous l'esplanade des Invalides. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour le coup un endroit où on va pas souvent, quoi. C'est en fait les anciennes emprises de la gare d'Orsay, hein, qui a été rénovée dans les années 70-80 au moment de la création du RERC, faut le savoir. Merci Laurent Dutch. Oh ma merde, pas d'insulte dès la deuxième épisode. Non, donc voilà, donc il y a ce côté déjà un petit peu exotique d'être dans un endroit où on va pas tous les jours. Et oui, effectivement, là il y a quelque chose d'un petit peu plus intéressant à voir évoluer et à se voir évoluer dedans finalement. Alors on est, avant de parler de la principale attraction de ce parcours, le roller derby, on est avec un invité absolument exceptionnel, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est avec nous. Monsieur Juppé, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la nuit blanche à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que ça va arriver un jour à Bordeaux? Bien évidemment, les Parisiens sont déjà arrivés à Bordeaux, j'ai plus qu'à importer le projet. Merci Alain Juppé. Voilà. La ligne éditoriale de Bulldar est en train de vriller un petit peu. Finir aux deux ânes, hein, je vous avertis. C'est du direct. Alors, Super, au revoir. merci Monsieur Juppé. Il faut arriver là-dessus, le roller derby, puisque la promenade se termine par un terrain de roller derby. Donc on sort un petit peu du domaine de l'art pour entrer dans le domaine du sport. Et nous avons pu assister à la fin d'un match qui opposait deux équipes, les Points Noirs aux Pertes Blanches. C'est un programme déjà, je trouve ça fabuleux. Est-ce que Rachel, toi qui es la plus calée d'entre nous, merci Alain Juppé, nous dit Anthony sur le live. Rachel, toi qui es la plus calée d'entre nous, quelles sont les règles du roller derby? Et bon courage. Alors, soyons honnêtes, j'avais jamais vu de match de roller derby avant. Je savais évidemment ce que c'était, mais du coup, forcément, c'est vrai que quand on arrive en plein milieu d'un match, qu'on ne connaît pas les règles, c'est vrai que ça ressemble un peu à un sketch, quoi. Il y a un côté Camoulox, quoi, hein. C'est vrai. Et donc les deux réacs qui parleront après moi vous le diront encore mieux. Mais honnêtement, moi je trouve qu'une fois qu'on a lu un peu les règles, qu'on a essayé de comprendre, effectivement, tu as tout un tas de fautes que quand tu as regardé un match pendant un quart d'heure, évidemment, tu maîtrises pas. Mais je trouve que quand tu as pris le temps de jeter un œil aux règles, je trouve que c'est plutôt agréable. Ok. Romain? Ok. Je crois que c'est clair. Non, alors. Merci Serge. Il m'est arrivé de couvrir des matchs de Quidditch. Et là, je crois qu'on atteint un degré supérieur. C'est un grand n'importe quoi. C'est très drôle, hein. Je pensais à un moment que c'était une caméra cachée avec plein de figurants autour et qu'on me faisait une blague. Mais c'est vraiment. Enfin bon, voilà, on a vu un quart d'heure de jeu. Mais j'imagine que c'est sans doute très bien, hein. Alors moi, je me pose une question, et une vraie question. Est-ce que le fait de mettre un sport comme ça, qui est déjà un peu atypique, dans une manifestation d'art contemporain, ne va pas le décrédibiliser encore plus en tant que sport et passer du côté de la performance où on va se dire finalement c'est du fake, c'est un truc qui est plus pour la performance que pour le sport. Bon, alors là je me demande si on va pas un poil loin dans l'analyse, Julien. Si on suranalyse pas un petit peu le truc. Alors après oui. J'essaie de redescendre dans la bulle d'art. Voilà. Alors oui, après qu'on puisse se poser la question de la pertinence de la présence d'un mini stade de roller derby sur certains comme installation en fait finalement. Oui, effectivement il y a une question. Il y a effectivement à deux patins de roller une question à se poser. Honnêtement, j'ai pas la réponse.
je sais pas quelles sont les intentions des organisateurs de mettre ça entre le Grand Palais et le Petit Palais. 1 minute 30 de réponse pour dire tu ne sais pas quelle est la réponse. Merci. Elle a hésité à faire de la politique à un moment. Je suis journaliste. Voilà, entre ces installations dont on... Du coup, je voulais juste rajouter, et après je me tais. Il y a quelqu'un qui vient de mettre 2 cœurs quand tu as dit je me tais. Mais moi aussi je t'aime. Mais le problème de ces manifestations, c'est que c'est un grand mélange finalement. T'as de l'art, effectivement. Et ça t'emmerde, hein ? Non, ça m'emmerde pas du tout. Mais on peut pas dire du coup que c'est de l'art contemporain à chaque bout de rue, quoi. Alors effectivement, oui, il y a des démonstrations de sport un peu anecdotiques. Voilà, ça me fait penser au forum des associations Antonins, où chaque club fait un petit peu sa pub pour essayer d'attirer des gens. Ils ont peut-être souscrit, ils ont peut-être réussi à gratter 2-3 adhésions supplémentaires, mais tant mieux pour eux. Alors, il y a toute une dimension associative quand même, parce que ce dont on vous a pas parlé, il y a quand même d'autres choses. Il y a, à mon avis, un concert très visuel qui va démarrer plus tard dans la nuit sur une grande scène qu'on n'a pas vue. Il y a également les expos du Petit Palais, du Grand Palais, qui sont en accès libre, avec énormément de monde. Donc là, encore une fois, on n'y a pas été. Et sur le pont Alexandre III, il y a tout un tas de collectifs. On n'a globalement rien fait. On n'a pas rien fait, on a fait tout ce qu'on avait pu sur le temps qui nous était imparti, presque 2 heures. Alors, faut quand même parler aussi. Certes, c'était pas très impressionnant, mais le pont Alexandre III est aussi piétonnisé pour comment ça s'appelait déjà l'échange, je sais plus comment ça s'appelait. La zone des, ouais, un truc comme ça. Alors bon, en soi, l'installation est pas très intéressante, j'ai trouvé, mais c'est quand même magnifié par le lieu, quoi. Pour parler sérieusement. Je rejoins tout à fait Rachel. C'est très beau d'avoir des endroits auxquels les piétons n'ont jamais accès. Et idem devant l'esplanade des Invalides où c'est plutôt le parcours des voitures. Donc ça, c'est un coin positif. Mais on est sur des choses très classiques finalement. On n'est plus dans le contemporain. Alors voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est une autre perspective de Paris, quoi. Je veux dire, moi j'aime beaucoup le Grand Palais par exemple, et je trouve que avec cette perspective avec le pont Alexandre III, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Puis là, tu as quand même une lumière différente, des installations différentes. Bon, après effectivement, quand on y est, bon, c'est un poil décevant, mais néanmoins, voilà, il y a quelque chose se passe là. Je crois que c'est la volonté de ce premier parcours, et à mon avis c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement fréquenté, de faire un pont entre la création contemporaine, la culture populaire et le patrimoine. Donc là on était vraiment sur ce triple aspect. Il y a également pas très loin au Théâtre du Rond-Point, si jamais vous entendez ça et que vous avez envie de sortir, la nuit de la magie nouvelle, c'est assez intriguant. Je pense pas que nous on aura le temps d'y aller, mais sachez que ça existe. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de cette première constellation. Rachel, on reste ensemble. Nous on continue. Moi je tiens le coup au moins jusqu'à la Villette. Romain, tu restes avec nous ou tu nous quittes ? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Je pars. Non, je vous laisse à la seconde constellation et puis moi je ferai l'étoile filante. Nous restons donc en duo pour aller... Oui, voilà. Et puis on va aller manger un petit bout et boire un verre, histoire de se mettre un burger et une bière dans le ventre et d'être d'attaque pour la deuxième constellation. Plutôt sur une salade, moi, mais je sais pas. Ça marche. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie. On se retrouve pour la troisième partie. Oui, il y a eu du monde. Hein. Ouais, on est à 56 spectateurs. C'est parce qu'il y a Juppé qui est passé. Voilà, n'hésitez pas à tweeter, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez envie qu'on vous commente, rejoignez-nous si vous êtes sur place, envoyez-nous des tweets, dites-nous tout. Là on va vers du coup la constellation de Saint-Louis. Voilà, on sera dans pas très longtemps sur l'île Saint-Louis pour la deuxième constellation. On se retrouve pour un deuxième débrief du coup dans un petit moment dès qu'on a vu un petit peu de quoi il s'agissait sur cette deuxième constellation. À tout de suite. On n'est pas à l'abri de quelques problèmes techniques et donc nous revoici. Exactement, voilà, la connexion a été coupée. J'ai donc pris un bon vieux plan papier pour vous donner le nom des installations dans lesquelles nous sommes. Rachel, est-ce que tu peux retweeter ce direct avec nos comptes? Voilà, il y a toute une organisation social média. Donc on était, voilà, place du marché de Sainte-Catherine devant l'installation de Annie Lam et Catherine Ursin. Qui était, pour vous le résumer, une installation, une performance de body painting en direct
à la fois sur une toile et sur un corps, inspiré de danses traditionnelles et d'une histoire de démons qui poursuivent un personnage. Le tout filmé en direct, monté et diffusé sur un écran, avec un accompagnement de percussions et de batterie. Voilà. Donc c'était assez particulier. D'ailleurs, la serveuse du restaurant où on a rapidement dîné n'en pouvait déjà plus. Voilà, c'est-à-dire qu'elle nous a dit que c'était comme ça depuis le début de la soirée et qu'elle n'en pouvait plus. Et on peut la comprendre parce qu'avec un volume aussi élevé, on est dans la limite sur une de... très petite place aussi. Hein. Ouais, sur une très petite place, on est vraiment à la limite de... on va pas dire du supportable, mais pas loin. On a continué notre chemin sur des installations beaucoup plus intéressantes. On est tombé dans une école primaire rue Neuve-Saint-Pierre exactement, sur une installation du collectif N2U, j'imagine qu'on dit N2U, qui s'appelait Chiromancie. Et là c'est vrai qu'on a été beaucoup plus convaincus. En fait, il s'agit donc de... Déjà, on a eu de la chance, c'est qu'on est tombé sur l'un des artistes du collectif qui a pu nous expliquer ce qui se passait, et tout de suite quand même, ça change un peu la donne, hein, on va pas se mentir. Et donc là, il s'agit en fait de plus ou moins de lire dans le futur avec cette... Alors je t'arrête parce que devant nous est en train de passer un groupe de gens avec des bornes ornées de canettes, et c'est ce moment où on se demande si c'est une installation de la Nuit Blanche ou si ce sont des gens complètement fous. Voilà. Je te laisse reprendre. Voilà, donc il s'agit de lire dans le futur. Alors pour vous décrire un peu ça, on est dans une petite salle de classe. On a face à nous une sorte de parapluie en fait, mais qui est en fait fait de plein de petits miroirs en fait, et qui est en fait un écran finalement sur lequel est projeté un film. Et en fait, le film, c'est un peu nous qui le faisons. C'est une œuvre, une installation tout à fait interactive. C'est-à-dire que nous, en apposant nos mains devant, en fait, très concrètement devant une caméra qui capte les mouvements de nos mains, on va décider de ce qu'il y a sur l'écran. Et en fait, il y a un jeu de plusieurs vidéos, de plusieurs bases de données de vidéos, et suivant la distance à laquelle vous posez vos mains, vous avez différentes vidéos. Et du coup, vous avez forcément quelque chose d'inédit, puisque avec les deux mains, vous pouvez avoir deux vidéos en même temps. Et puis, vous avez que des morceaux de la vidéo en fait sur votre écran. Et donc, c'était vraiment intéressant. C'est d'autant plus intéressant donc que l'œuvre s'appelle Chiromancie, et que la chiromancie, en fait, c'est cet art qui consiste à deviner le futur en lisant dans les mains, en lisant les lignes de la main. Et donc, y avait ce côté un petit peu divination 2.0 avec ces boucles d'images qui se composent et se recomposent accompagnées de sons en fonction des mouvements des mains, et qui se reflètent sur des miroirs. C'était vraiment assez prenant, assez intéressant, et pour le coup c'est vrai qu'on a changé de perception à partir du moment où l'artiste qui était présent nous a expliqué de quoi il s'agissait et comment ça marchait. Alors, ce qui fait aussi, je crois qu'on s'y croit vraiment, c'est que effectivement, devant nous, on voit bien qu'il y a une caméra qui capte nos gestes, mais surtout, sous nos mains, on a une sorte de réplique de l'écran, en fait en plus petit et d'une autre couleur, avec une lumière, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être au-dessus d'une boule de divination, quoi. C'est assez amusant. On s'y prend assez facilement, et c'est amusant de voir les réactions des gens qui d'abord sont complètement interloqués, et qui, une fois qu'ils ont testé le dispositif, en sortent assez conquis. De quoi d'autre on peut parler, Rachel, dans cette petite pérégrination au fil du bas-marais? Toujours rue Neuve-Saint-Pierre, on avait après dans un gymnase une installation qui faisait appel à peu près à nos 5 sens ou pas loin. Dont j'ai perdu le nom. Si tu prends le micro, je cherche. Voilà, Julien va nous retrouver le nom. Alors on se retrouve là-dedans dans un gymnase. Et donc quand je dis que ça fait appel à quasiment nos 5 sens, c'est-à-dire qu'il y avait aussi quasiment le toucher. En fait, on jouait sur les nuages, en fait, sur une sorte de condensation, et avec la lumière. Donc ça donnait des effets assez intéressants. Après, ça restait un petit peu plus cryptique que la précédente installation qu'on avait visitée. Julien a encore un petit peu de mal à trouver de quoi il s'agissait. Mais c'est pas que j'ai un peu de mal à le trouver, c'est qu'en fait ce n'est pas sur le plan, ça fait partie d'un ensemble. Et donc voilà, effectivement, c'était le néphélographe.
qui était donc sponsorisé par la chaire Arts et Sciences de l'école Polytechnique, et qui est donc décrit comme une impression de brouillard, en fait, comme quelque chose qui permet de toucher réellement les nuages. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans cette espèce de buée un petit peu vaporeuse, à la fois très sombre. ouais, très sombre, mais il y a du son, du coup il fait frais dans ce gymnase. On est dans un ensemble assez troublant, et c'est assez prenant. Ensuite, il fallait faire le tour de la rue pour aller rue Georges V ou rue Georges V pour Georges V, Julien c'est-à-dire que Baldacchino. c'est la rue Georges V. Voilà, on s'amuse comme on peut. Oh, ça va. Pour aller au CRI, qui est en fait une sorte de... Alors le CRI, à ne pas confondre avec un ancien invité de bavardage. Dans une sorte de campus privé à peine inauguré, je pense. Et là, bon, pour tout dire, moi j'ai trouvé ça un peu péteux, comme diraient nos cousins québécois. Un peu prout-prout, comme diraient des gens de ce côté-là de l'Atlantique. Ouais, non, alors le CRI, c'est un centre de recherche et d'innovation, une sorte d'université privée, avec beaucoup de projets. Beaucoup de projets, un peu trop. On ne sait pas s'ils sont menés par des artistes, par des étudiants. C'est pas très clair. Il y a des choses qui sont interactives, il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de monde, il y a peu d'espace. J'ai pas été extrêmement conquis par cette proposition satellite, on va dire, qui fait pas partie des. C'est le off. Voilà, on est dans le off de la Nuit Blanche. Et oui, bon voilà, on va pas beaucoup plus s'étaler dessus parce qu'on y a passé un bon petit moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Moi, j'ai été terrifié par des vidéos de champignons qui poussent en accéléré. J'ai trouvé ça terrifiant de voir ces espèces d'êtres unicellulaires prendre forme comme ça. Je trouve ça affreux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est vraiment, ça fait partie des choses qui me terrifient. Mais voilà, dans les choses qui étaient pas très bien faites, c'est-à-dire qu'on voyait que ces vidéos étaient en fait des choses de YouTube qui tournaient en boucle. Ouais. Voilà, on était sur une playlist YouTube. Du coup, donne un truc un peu cheap finalement. Ouais. Voilà, donc maintenant qu'on a bien défoncé le CRI, on peut progresser vers la dernière de nos installations qui se trouve dans l'hôtel de Sens, qui est une des bibliothèques de Paris. Le lieu est absolument magnifique. C'est vrai. Mais alors dedans, il y a une installation qui est une sorte de décor de théâtre mêlé avec un décor funéraire. Comment dire, Rachel? Moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai eu l'impression d'être face à une nature morte en peinture, en fait, parce qu'il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des draps, et donc ça m'a donné cette impression-là. Et là, pour le coup, j'ai été moins convaincu. Pas mieux. Voilà, il y a une ambiance assez étrange qui se dégage du lieu, mais voilà, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Évidemment, on a du mal sur ce direct à vous donner clairement le nom des artistes et le nom des œuvres à chaque fois, mais bien évidemment, ensuite, ultérieurement, avec le replay de cet épisode spécial, je mettrai toutes les références des œuvres, quelques photos, pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des références. Et puis n'hésitez pas à retrouver aussi les images sur le compte Instagram de Bulldar Bavardage. Oui, bah, quelle bonne communicante tu fais. Sur la story Bulldar Bavardage, donc @bavardage sur Instagram, on poste une partie des photos de ce dont on vous parle, beaucoup plus en live puisqu'on ne fait pas de point d'étape. Là, je le poste au fur et à mesure. Encore une fois, n'hésitez pas, voilà, sur tout le long de ce live, à nous envoyer des tweets, des petits messages pour nous dire ce que vous voyez sur la Nuit Blanche. Moi seul, puisque maintenant on n'est plus que deux. Et voilà, et n'hésitez pas, encore une fois, si vous entendez cette émission et que vous avez envie de nous rejoindre pour continuer cette Nuit Blanche, là, d'abord sur l'île Saint-Louis, ensuite au parc de la Villette, et probablement pas Porte Dorée en fin de nuit, parce que c'est loin, il y a peu de choses. Et puis on commence à fatiguer, on va pas se mentir aussi. Hein. Oui, on commence un petit peu à fatiguer, mais c'est ça qui fait la beauté de la Nuit Blanche. Voilà. Donc rejoignez-nous, envoyez-nous un message, comme ça on se retrouve, on parle d'art, on boit des verres et on va jusqu'au bout de la Nuit Blanche et jusqu'au bout des installations. On se retrouve une fois qu'on a fait un petit tour sur l'île Saint-Louis pour enfin voir cette constellation de l'île Saint-Louis de plus près. Et puis on se retrouvera donc a priori 5e et dernière fois pour parler de la constellation de la Villette. À tout à l'heure.
Allez, c'est l'heure, attention à ne pas renverser la bière, c'est l'heure du tout dernier débrief de Nuit Blanche. Alors pour vous faire un petit point d'étape, je suis toujours avec Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir Julien. Et est-ce que ça va toujours? Écoute, on va pas se mentir, en arrivant à la Villette, le transfert entre l'île Saint-Louis et la Villette, on était un peu quand même HS. Et puis là, on a été réveillés, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Oh, quel sens du teasing. Alors, pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis notre dernière intervention, donc qui était quand même... là, il est 3h du matin à l'heure où on vous parle. Il était quoi? Il était minuit. Voilà, il était minuit la dernière fois qu'on a pris l'antenne. On a donc quitté les quais du Marais pour aller vers l'île Saint-Louis, où on a été globalement déçus de la proposition qui était faite, qui avait très peu de matière concrète. Globalement, si je dois résumer... Pardon. Si je dois résumer le projet, il y avait des dizaines d'artistes et d'artisans qui travaillaient sur l'île Saint-Louis pour fabriquer des petits objets qui étaient véhiculés vers la cour d'une école. Sauf qu'en fait, la seule chose qui était visible était la cour de l'école en question avec les objets déposés. Et finalement, on avait peu d'idées du cheminement et de comment ça se faisait. C'était assez tristouné. Je pense que t'es d'accord avec moi, Rachel? Oui, c'est comme si on voyait qu'un tout petit bout de l'iceberg, quoi. Et du coup, ouais, vraiment très décevant. Et l'expression de petit bout de l'iceberg est d'autant plus justifiée que l'installation s'appelait un Titanic. J'ai même pas fait exprès. Voilà. Donc on a vite quitté les lieux pour atteindre la Villette, où on a vu d'abord de très belles projections vidéo sur les murs de la Philharmonie. Et on s'est rapidement dirigé vers une installation qui était contenue dans un container. Et en fait, pour tout dire, on est arrivé là-bas vers quoi? Vers minuit et demi, 1h? Ouais, je pense qu'il devait être heure. Moi, j'attendais beaucoup de la Villette parce que je pense que c'est mon parc préféré de Paris. Je l'aime beaucoup. Et donc je trouvais que pouvoir déambuler dans la Villette, ça pouvait être très intéressant. Et puis, faut le dire, on a été littéralement pendant, au moins 1h, probablement 1h30, happé, en tout cas moi encore plus, par une des installations. Et du coup, on n'en a plus bougé en fait. Voilà, alors moi j'ai été un petit peu moins happé parce qu'entre temps je suis allé boire une bière. J'en suis juste à la 3e ou 4e de la soirée, mais c'est bien pour appréhender une manifestation d'art contemporain. Voilà, avec modération. Donc oui, effectivement, on n'a pas du tout déambulé dans la Villette et on ne le fera pas parce qu'il se met à pleuvoir de façon assez soutenue. Donc voilà, c'est pour ça que c'est notre dernier débrief. On est tombé sur cette performance installation d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Acté. La performance s'appelle Police, P-O-L-I-S, et non pas P-O-L-I-C-E. Et Rachel, en quelques mots, comment tu décrirais cette performance théâtrale, artistique, interactive, tout ça à la fois? Alors il faut d'abord décrire le dispositif. Finalement, vous avez au milieu d'un carré de verdure une sorte un container transparent. Un container transparent avec à l'intérieur 3-4 comédiens, performeurs, performeuses, dont Rebecca Chaillon au début de la soirée, qui est une performeuse que j'aime beaucoup. Autour, vous avez tout un public qui porte des casques, car en fait, c'est un dialogue entre quelqu'un installé dans un fauteuil qui parle dans un micro avec les gens du container. Les gens du container posent des questions, parfois un questionnaire qui a l'air très écrit, parfois beaucoup moins. Ça dépend de la personne qui mène l'entretien. Sur ce container transparent, les comédiens écrivent des choses sur les parois, des choses... C'est souvent des bouts de phrases entendus pendant les entretiens, en fait, qui sont les phrases clés. Exactement. L'entretien dure 12 minutes. À partir du moment où vous avez été tiré au sort, parce qu'il y a tout un système de Wi-Fi qui est plutôt bien pensé, et il y a un chat en même temps. Il y a un grand panneau aussi, un grand panneau lumineux. Et en fait, vous avez aussi une télécommande. Vous avez 5 boutons, je crois. Alors oui, c'est ça. Il y a précisément 5 boutons de couleurs et de tailles différentes. Parce que moi, du coup, j'ai eu l'occasion, on va en reparler, de voir la télécommande de très près. Et donc, c'est ça. Il y a un bouton Joker
qui vous permet... non, il y a un gros bouton rouge qui vous permet d'avancer le temps et donc de courir vers la fin de votre entretien. Il y a un bouton joker qui vous permet de passer une question. Un bouton haut-parleur qui vous permet de parler à tout Paris, c'est-à-dire qu'il y a des haut-parleurs qui ont été disposés dans tous les lieux de la Nuit Blanche et si vous appuyez là-dessus, eh bien vous parlez dans tous ces haut-parleurs. C'est quand même assez génial. Ce qui est assez génial sur le papier. Et finalement qui est paradoxalement très peu utilisé par les personnes interviewées en fait. Mais ça on va en parler, je pense qu'il y a une bonne raison. Et il y a deux autres boutons, un qui permet de couper la connexion avec l'intérieur du container, donc avec les comédiens, performeurs, et donc de ne parler qu'au public autour dans les casques, et l'autre qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de ne parler qu'au container et absolument pas au public. À partir de là, donc il y a effectivement un tirage au sort qui est fait via le Wi-Fi. C'est impressionnant parce que c'est un gros dispositif. Ouais. Il y a un Wi-Fi, il y a un... si vous voulez, il y a un panneau lumineux qui ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans la rue, les panneaux lumineux de la ville de Paris, quoi. Donc c'est vraiment un truc costaud, quoi. Ouais, c'est un gros dispositif, c'est assez impressionnant. Et le parti pris en fait de cette compagnie, c'est de questionner le bonheur, la vie, l'existence. Est-ce qu'on est heureux dans les conditions dans lesquelles on vit? Quelles sont justement ces conditions dans lesquelles on vit, la planète, les autres, l'humanité, toutes ces choses-là. Et ce sont des questionnaires qui en fait concernent chacun d'entre nous, mais ils nous concernent tous à la fois. Alors Rachel, t'en as vu peut-être un peu plus que moi. De quoi ça parle ces questionnaires? Tu ne l'as pas dit ça, ce sont des questions qui interrogent en fait. Ce sont des questions sinon dérangeantes, en tout cas les relances des comédiens et comédiennes poussent à nous poser les questions différemment que juste sur le pouce en fait, quoi. Et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et d'ailleurs moi j'ai remarqué à quelques exceptions près, j'en ai vu quand même quelques-uns des entretiens du coup, que les gens sont du coup assez happés par l'entretien en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi du coup que les gens pensent pas à buzzer pour parler à Paris. Et du coup ils se mènent des réflexions plus ou moins intéressantes, évidemment. Je ne vais pas vous dire que tout ce qu'on entend est intéressant, mais en tout cas, le tout emporte vraiment la mise, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est donc que la plupart des candidats sont tirés au sort à partir du moment où ils sont inscrits dans l'appli, et qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui démonte vachement les préjugés, parce que quand on voit arriver quelqu'un dans le fauteuil, on se dit ouais, alors lui c'est un peu un kéké. C'est vrai, c'est très très vrai. Et en fait, la réflexion qui est menée derrière, elle est souvent épatante parce qu'on se dit finalement voilà, tout le monde a la même capacité de réfléchir sur qui on est, sur quelle est notre place dans la planète, et cette installation qui prend des gens au hasard pour leur poser des questions, elle est hyper intéressante à ce niveau-là. J'ai deux exemples à ce sujet. Peut-être qu'on aura le même sur le premier. C'est un type avec les cheveux longs. Je me suis dit, oh là là, on va avoir un babos, ça va être horrible. Et en fait, il avait une réflexion super intéressante. Et l'autre exemple, toi tu n'étais plus là à ce moment-là, c'était une femme, alors c'est mon côté misandre qui revient, il y avait peu de femmes, je trouvais, de tirer au sort. Je me suis dit, tiens, on va avoir quelque chose d'intéressant. Et la meuf était, complètement, vraiment inintéressante, avec un discours vraiment très chiant. Et donc du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce côté, ça casse les clichés. Je pense que c'est au moment où je suis revenu parce qu'elle était en train de se faire défoncer sur le chat. C'est peut-être ça, ouais. Alors il y a effectivement un chat sur lequel les gens réagissent, et c'est là qu'on voit en fait la différence entre la vraie vie, la parole des gens et ce qui se passe dans la sphère virtuelle. C'est-à-dire que ce chat est totalement inintéressant. Il n'y a rien d'intéressant qui se dit dessus. Mais parce que les gens écoutent aussi, je pense. Enfin, ça me paraît évident. Et c'est que des vannes, en fait. Ils disent dans le container. Parce que les messages du chat aussi sont affichés sur l'écran. Hein. Voilà. Dans le container, ils disent réagissez à ce qui se dit dans le chat. Et en fait, non. C'est que des vannes, c'est que des dragues, c'est que... Et en fait, quand on voit les personnes... Quand on voit le nom de la personne s'afficher, qu'on a vu les messages avant, c'est là qu'on se dit ouais, ça va être chiant, ça va être... Et en fait, non. C'est là où on voit vraiment la différence entre le monde virtuel et le monde réel, où on passe immédiatement de l'un à l'autre avec cette installation-là. Oui, non, mais je pars parfaitement d'accord. Merci. Et donc, le petit truc en plus, c'est que j'ai eu
le plaisir d'être tiré alors pas tiré au sort parce que de temps en temps il y a un petit défi spam, c'est-à-dire qu'il faut tapoter le plus de fois possible sur l'écran sur l'écran de son smartphone pour arriver à obtenir donc sa place dans le fauteuil. Donc vous êtes très bien reçu, on vous offre une petite bière. Moi, il commençait à pleuvoir, donc on m'a mis. Le fauteuil est très confortable. On m'a mis donc un petit parapluie. Donc là, il a commencé à pleuvoir au moment où tu es arrivé. voilà. Là, il y a plus personne dans l'installation. Je suis en train de voir, il y a vraiment plus grand monde. Je pense qu'ils ont terminé. Ah, il reste encore un peu de monde. Et donc, je me suis retrouvé dans le fauteuil face à une des comédiennes. Qui a commencé à me poser des questions. Le questionnaire portait sur l'humanité. Alors, je pense qu'on va y venir, mais j'étais globalement en total désaccord avec tout ce que tu as raconté sur l'humanité, quoi. Ah, alors c'est drôle, tiens. Et en fait, c'est très difficile parce que les questions sont extrêmement directes, extrêmement immédiates. Un peu dérangeante quand même. Et du coup très dérangeante. C'est-à-dire que quand on vous demande qu'est-ce qui fait un être humain, est-ce qu'on peut être humain et inhumain, est-ce qu'on peut voilà, qu'est-ce qui nous relie en tant qu'humain, toutes ces choses-là qui sont finalement des questions que moi je me suis jamais posées. J'avoue que je me suis jamais demandé ce qui faisait de moi un être humain. Voilà, c'est très métaphysique. Il y avait des questions beaucoup plus concrètes dans les différents entretiens. Moi je suis tombé vraiment sur l'entretien métaphysique. Et vous avez à la fois 5 personnes en face de vous qui quand même vous guettent, un public, mais le public on l'oublie vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que très rapidement il n'y a plus qu'une relation entre les personnes qui sont face à vous et vous. Et je pense que le casque joue beaucoup là-dedans, le fait qu'on se parle en fait avec des micros et avec un casque. Et c'est pour ça effectivement que j'ai pas utilisé les boutons parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Et j'étais vraiment dans une discussion avec cette comédienne, cette performeuse, cette intervieweuse du coup pour moi. Mais c'est là que c'est très compliqué en fait de vraiment répondre et de on sait qu'on va être forcément jugé et qu'il va y avoir des gens en désaccord et donc c'est oui. C'est difficile. Je suis incapable de te dire ce que j'ai précisément répondu sur l'humanité parce que il y a de l'impro, après ça s'est fini sur est-ce que les animaux peuvent être humains, est-ce qu'un chat peut être canin, est-ce qu'un chien peut être félin, est-ce que moi j'aimerais bien être un chat, du coup j'ai fini blotti comme un chat sur le fauteuil, il y avait quelqu'un qui me disait miaule sur le chat, j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui à la fois vous met dans un inconfort total par rapport aux questions qui sont posées et dans une relation de confiance qui s'impose directement avec ces gens-là qui sont à la fois dans une boîte, donc très loin, et très proches parce qu'ils vous parlent directement dans le creux de l'oreille. Complètement. Et oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est finalement happé par l'entretien et du coup, le monde extérieur et donc cette occasion de parler à la moitié de Paris, quitte finalement totalement l'esprit, quoi, en fait. Alors du coup, j'aimerais bien savoir, même si on n'a pas tout le fond de l'entretien, en quoi tu as été en désaccord avec moi. On va pas épiloguer très longtemps dessus parce qu'on en est déjà à 13 minutes, mais c'est simple. Ça m'a rappelé le cours le plus intéressant que j'ai jamais eu de ma carrière d'élève. C'est-à-dire que non, tu as une carrière d'élève. Ouais, toi. Tout à fait, absolument, de ma scolarité, disons. En fait, Julien a répondu que des humains pouvaient être inhumains. Je suis complètement en désaccord avec ça. Les humains sont humains. Et quand ils font des choses horribles qu'on qualifierait premièrement d'inhumaines, en fait, ça n'est qu'une mise à distance de ce qu'ils ont fait. Et l'exemple, j'avais traité ça au sujet de la définition du crime contre l'humanité. Donc, tu as utilisé d'ailleurs le point Godwin en disant voilà, Hitler est inhumain. En fait, si on considère qu'il est inhumain, ça veut dire qu'on ne peut pas le juger. On ne peut pas juger ce qui a été fait puisque les hommes ne peuvent pas juger quelque chose qui est inhumain. Et donc, il faut accepter que ce qui a été fait, ça a été fait par des humains, c'est de l'ordre de l'humain. Et donc c'est humain et il faut le prendre comme tel, quoi. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de dire aussi à un moment, mais c'est difficile de l'expliquer en très peu de mots parce qu'on sait qu'il y a des questions qui vont arriver, mais qu'on ne peut pas être inhumain sans être humain. Et que quand on est inhumain, on reste humain. Pour moi, en fait, l'inhumain est inhérent à l'humain et c'est juste un caractère qui se découvre à un moment. Voilà. Mais l'un et l'autre ne sont absolument pas antagonistes et on n'arrête pas d'être humain quand on est inhumain. Voilà. Oui, non, mais bien sûr,
pour conclure là-dessus, parce qu'effectivement c'est pas le thème du podcast, voilà, c'est comme quand on dit les terroristes sont inhumains, tout ça. Effectivement, c'est barbare. Barbare aussi, c'est hors de l'humain. En fait, c'est une protection et c'est quelque chose qui nous permet de ne pas nous interroger, en fait, je trouve. Mais voilà. Voilà pour ce débat à plus de 3h du matin. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, cette installation, cette performance nous a permis d'avoir ce débat au micro, mais qu'on n'a jamais eu entre nous, alors que voilà, On discute pas mal. voilà, on a quand même pas mal de sujets de conversation. L'humanité, l'inhumanité n'avait jamais été un sujet de conversation. C'est vrai que je te vois mal arriver un jour sur notre conversation Facebook en disant « Et si on parlait d'humain et d'inhumain aujourd'hui, Julien ?» Non, mais après, voilà, pour revenir sur cette installation, c'est un gros coup de cœur, quoi. Voilà, c'est vrai que globalement, ce soir, on n'a pas été transcendé par beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui nous ont vraiment beaucoup plu, et puis celle-là nous a vraiment beaucoup plu. En tout cas, je parle pour moi. Je trouve, c'est vraiment une superbe installation. Alors, alors pour le dire, j'ai été transcendé par cette installation, c'est-à-dire que pour moi, il y a tout dans cette installation. Il y a l'interactivité. Il y a le côté artistique, il y a le côté esthétique, il y a de l'humour, il y a de la vraie réflexion, il y a une complicité qui se lie, il y a du théâtre, enfin il y a tout, il y a des lectures de textes. Parce que 12 minutes finalement c'est court et c'est long, quoi. Il y a le temps, quoi, de discuter. Ouais. C'est et en 1 minute, en fait, le temps que voilà, on vous amène une petite bière, on vous parle, il y a vraiment un lien de confiance qui se crée. Et pour être tous les deux journalistes, on sait que c'est pas facile de créer un lien de confiance avec un interviewé. 12 minutes, c'est très court pour... sachant que là, c'est une interview qui, du coup, n'est pas vraiment préparée, puisqu'on ne sait pas vraiment qui on va avoir en face, etc. Et oui, 12 minutes, c'est vraiment extrêmement court. Après, il y a moins d'enjeux, puisque... Certes, ici, oui, ils viennent un peu nous chercher, finalement, quand même, dans les entretiens. Mais il y a moins d'enjeux, évidemment, que dans une interview matinale qui dure 10 minutes, par exemple, d'un homme politique ou d'une femme politique. En tout cas, voilà, moi je lance l'appel à cette compagnie si jamais elle écoute cette bulle d'art, mais je lancerai l'appel de façon différente parce que je ne suis pas sûr qu'elle écoutera cette bulle d'art. Mais voilà, j'aimerais beaucoup discuter avec vous du coup hors du container de cette démarche, de la production, de la façon dont vous travaillez sur ce dispositif. Pourquoi pas en parler dans une prochaine bulle d'art. Voilà, je pense que c'est une compagnie, un dispositif qui mérite d'être connu. En tout cas, moi j'ai bien la haine de ne pas avoir été tiré au sort. C'est moi qui l'ai eu. Voilà. Écoute Rachel, c'est la fin de ce dernier débrief. Alors il pleut un petit peu moins. Donc je ne sais pas si on va s'aventurer à faire les quelques dernières œuvres qui nous restent. Peut-être moi tout seul, peut-être toi si tu veux. Oh, moi j'habite à côté, hein, donc... Moi pas. On va peut-être tenter le coup. Je sais pas si on revient pour un tout dernier débrief rapide de ce qu'on aura vu sur la Villette ou pas. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci aux 2 personnes qui nous écoutent encore. Du matin, c'est un côté téléthon qui est pas désagréable. Ah mais moi j'adore ce direct. Je pense que l'année prochaine, on fait le direct en continu. J'apporte une méga batterie sur mon téléphone et on fait le direct toute la nuit. On achève bien les journalistes artistiques. Et voilà, donc à 3h30 du matin, il y a encore 2 personnes qui nous écoutent. Ah, plus qu'une. Voilà. Bonjour bonsoir et bonne nuit à cette personne. Bravo, hein. Et bravo. Et si cette personne a suivi les 3 ou 4 débriefs, eh bien encore plus merci. Lui payer un coup. Si vous écoutez ce direct en replay, désolé pour le manque de direct. Voilà, on se retrouve très vite pour des prochaines bulles d'art. Très rapidement avec du monde autour du micro. Voilà, je passe cette annonce dans... Peut-être pas la prochaine, mais peut-être la suivante des bulles d'art. Je serai plus tout seul autour du micro. Rachel, si tu veux revenir parler d'art, c'est avec plaisir. Écoute, moi, bulle d'art, je me vois bien refaire la spéciale Nuit Blanche l'année prochaine, ou pour les dispositifs directs un peu spéciaux. J'aime bien le direct, moi, Julien. Écoute, on se fixe rendez-vous là-dessus. Voilà, bonsoir à Bicris qui vient de nous rejoindre à cette heure-ci. Quelqu'un de la compagnie, je pense. Ah oui, bien sûr. Et puis voilà, donc bonne nuit à tous. Merci et à toutes. Ouais. Merci de nous avoir suivis. .e.s. C'était un plaisir de faire ces petits débriefs. Et puis allez voir des expos, allez voir des installations, allez voir des performances, parlez-en autour de vous. 36-37. Mobilisez-vous. Non, voilà, blague à part.
Faites vivre les artistes, la culture, tout ça, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est super cool qu'un événement comme Nuit Blanche existe à Paris parce que vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont peut-être pas au musée et qui ce soir sont confrontées à des artistes. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je vous dis à très vite dans Bulle d'Art. Abonnez-vous, likez, tweetez, envoyez-nous des messages, mettez des étoiles, tout ça. D'habitude je le dis super longuement, là je le dis très vite. Tu vas te faire critiquer par des podcasts qui critiquent les podcasts. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Salut à tous et à bientôt. À bientôt.